Mon frère m'a envoyé un texto, désolé, frérot. Parfois, ce sont des choses qui arrivent. Après avoir découvert qu'il avait été l'amant de ma copine pendant toute notre relation, ma mère a dit, ne fais pas d'histoire. Alors, à la place, j'ai provoqué leur ruine financière. Beaucoup moins dramatique. Bon, Reddit, attachez vos ceintures, parce que cette histoire est un putain de désastre du début à la fin. Je suis un homme de 32 ans, assis ici dans mon nouvel appartement, 3 mois après que la bombe nucléaire a explosé dans ma famille, et j'ai pensé qu'il était temps de vider mon sac. Certains d'entre vous penseront que je suis allé trop loin. La plupart d'entre vous diront probablement que je n'en ai pas fait assez. Quoi qu'il en soit, voici comment j'ai systématiquement détruit les finances de ma famille, après avoir découvert que mon frère couchait avec ma copine depuis le début de notre relation de 3 ans. Laissez-moi commencer par la dynamique familiale, car c'est un contexte important pour comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Mon jeune frère, Ethan, 28 ans, a toujours été l'enfant chéri. Pas de cette manière subtile où l'on se demande si on est paranoïaque. Je parle du genre de favoritisme si flagrant, qu'un scénariste de sitcom dirait, calmez le jeu, ce n'est pas réaliste. En grandissant, j'étais le responsable. J'avais de bonnes notes sans qu'on me le demande, j'aidais à la maison, et j'avais un petit boulot à 15 ans. Le truc standard du grand frère. Pour Ethan, cependant, les règles étaient complètement différentes. Il ratait ses cours au lycée? C'est juste qu'il n'est pas assez stimulé. Il s'est fait prendre en train de voler à l'étalage? C'est juste une phase, les garçons resteront toujours des garçons. Il a planté la voiture de papa? Les accidents, ça arrive, c'est à ça que servent les assurances. Pendant ce temps, moi, j'ai été consigné 2 semaines pour être rentré 1 heure après le couvre-feu, parce que j'aidais un ami dont la voiture était en panne. Le vrai coup de grâce, c'est la façon dont cela nous a suivis à l'âge adulte. J'ai bossé comme un dingue pour finir l'université, j'ai obtenu un diplôme en finance, et j'ai décroché un bon poste d'analyste financier. Rien de glamour, mais je gagnais bien ma vie et je gravissais les échelons. J'ai acheté mon propre appartement à 26 ans, remboursé ma voiture, et j'avais de vraies économies. Ethan a abandonné l'université après 1 an, a enchaîné les projets qui n'ont jamais abouti, et a vécu dans le sous-sol de papa et maman jusqu'à ses 25 ans. Chaque entreprise ratée, c'était juste un mauvais timing, où les gens ne comprenaient pas sa vision. Chaque emploi qu'il a quitté, c'était parce que son patron ne supportait pas ses idées novatrices. Mais c'est ici que ça devient pertinent pour l'histoire. Il y a 3 ans, papa m'a demandé de l'aider à restructurer les finances de son entreprise de construction. Il avait bâti une affaire correcte en 30 ans, mais il était de la vieille école en matière de gestion financière. Tout était dans sa tête ou sur papier, sans aucun véritable système en place. J'ai passé 6 mois à mettre en place une comptabilité correcte, à créer des feuilles de calcul pour le suivi des projets, et à établir des relations avec de meilleurs fournisseurs. Je lui ai probablement fait économiser 80 000 $ cette première année, juste en rationalisant les opérations. Son remerciement? Une poignée de main, et c'est ce que fait la famille. 2 ans plus tard, papa décide de prendre une semi-retraite, et il fait venir Ethan comme son successeur. Et ce, malgré le fait que mon frère n'avait absolument aucune expérience en construction, en gestion de projet, ou en direction d'entreprise. Moi, j'avais aidé à gérer les finances gratuitement pendant tout ce temps, mais c'est Ethan qui a obtenu le vrai titre, le salaire, et papa a mis son nom sur la moitié des parts de l'entreprise. Quand j'ai souligné que j'avais pratiquement fait le travail de directeur financier sans être payé pendant 3 ans, papa a dit, tu as ta propre carrière. Ethan n'en a plus besoin que toi, non? Parce que c'est comme ça que la succession d'une entreprise devrait fonctionner, bien sûr. La donner à la personne qui en a le plus besoin, pas à celle qui est réellement qualifiée. Mais j'ai laissé passer, parce que je suis un putain de paillasson qui continuait à penser que la famille, ça devait signifier quelque chose. Maintenant, parlons de ma copine. Enfin, ex-copine, Mélissa. Je l'ai rencontrée il y a 4 ans par des amis communs lors d'un barbecue. Elle était drôle, intelligente, travaillait comme hygiéniste dentaire, et le courant est tout de suite passé. Nous avons commencé à sortir ensemble sérieusement après quelques mois. Je l'ai présentée à ma famille vers le 3e mois, ce qui, avec le recul, est probablement le moment où tout est parti en vrille. Ethan a sorti le grand jeu immédiatement. C'est sa spécialité, être le mec charismatique, drôle, l'âme de la fête,
pendant que moi, je suis le type ennuyeux qui parle de feuilles de calcul et de plans de retraite. Je me souviens qu'il m'a pris à part lors de ce premier dîner et m'a dit, « Mec, elle n'est vraiment pas de ta catégorie. Comment tu as fait ton compte ?» J'en ai ri. Stupide que j'étais. Au cours des 3 années suivantes, Mélissa s'est beaucoup impliquée dans ma famille. Elle allait à leur dîner du dimanche, aidait ma mère pour la cuisine des fêtes, et a même fait quelques virées shopping avec ma tante. Je pensais que c'était génial, ma copine s'entendait bien avec ma famille, que pouvait-il bien se passer de mal ? Elle et Ethan sont devenus particulièrement proches. Ils se suivaient sur les réseaux sociaux, elle riait plus fort à ses blagues, et il trouvait toujours des raisons de discuter avec elle lors des réunions de famille. Mais je lui faisais confiance, donc je n'y ai jamais rien vu de mal. Mon meilleur ami, Marcus, a essayé de m'avertir il y a environ 6 mois. On était dans un bar à regarder un match, et il a abordé le sujet de manière désinvolte. « Et mec, je ne veux pas foutre là, mais est-ce que Mélissa n'agit pas bizarrement ces derniers temps ? Genre, distante ?» J'y ai réfléchi. Elle avait été moins intéressée par le sexe, cherchait plus la bagarre pour des bêtises, et était constamment sur son téléphone. Mais j'avais été très occupé par le travail, alors je me suis dit que nous étions juste dans une mauvaise passe. Chaque relation a ses phases. J'ai dit à Marcus, on va bien. Il n'a pas insisté, mais il m'a jeté ce regard. Celui qui dit, j'ai essayé de te le dire. La vérité a éclaté il y a 3 mois, de la manière la plus pathétique qui soit. J'étais chez mes parents pour aider mon père avec de la paperasse. Ethan était censé être sur un chantier et Mélissa était censée travailler l'après-midi. J'étais dans le bureau quand j'ai entendu des bruits à l'étage. J'ai pensé que c'était peut-être papa, alors je suis monté voir. C'est là que je les ai entendus, dans la chambre d'enfance d'Ethan, qu'il utilisait encore quand il restait dormir. La voix de Mélissa, très clairement pas seule, puis le rire d'Ethan. Je suis resté planté dans ce couloir pendant probablement 30 secondes. Mon cerveau refusait de traiter ce que j'entendais. Puis la colère est montée. Pas le genre explosif, mais le genre froid et calculateur, qui vous fait penser clairement pour la première fois depuis des années. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer l'audio à travers la porte. J'ai obtenu environ 2 minutes de preuves très compromettantes. Puis, je suis descendu, je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi. Je ne les ai pas confrontés, je n'ai pas défoncé la porte. J'ai juste collecté des preuves et je suis parti. Cette nuit-là, j'ai fouillé l'ordinateur portable de Mélissa pendant qu'elle était sous la douche. Je sais, c'est une violation de la vie privée, mais merde. Mon instinct avait raison. J'ai trouvé des messages remontant à près de 3 ans. Pratiquement toute notre relation. Les messages étaient dégoûtants. Pas seulement pour le contenu sexuel, mais pour la façon dont il parlait de moi. Il est tellement ennuyeux au lit. Est-ce qu'il lui arrive de faire quelque chose de spontané ? Ton frère est mignon, mais c'est un robot. Les réponses d'Ethan étaient pires. Il ne le découvrira pas, il est trop occupé par son travail. Parfois, je me sens mal, mais bon, elle me préfère clairement. Honnêtement, le mec n'a aucun talent pour draguer. La chronologie était accablante. Le premier message datait de 3 mois après que Mélissa et moi avions commencé à sortir ensemble. Ils avaient couché ensemble lors de réunions de famille, dans mon appartement quand j'étais au travail, et même une fois dans ma voiture quand Mélissa l'avait emprunté. J'ai passé toute la nuit à tout documenter. Capture d'écran, horodatage, l'enregistrement audio de tout à l'heure. J'ai constitué un dossier complet. Puis j'ai ouvert une bière et j'ai commencé à planifier. Le lendemain matin, Mélissa a essayé de coucher avec moi. Je lui ai dit que je ne me sentais pas bien. Elle a semblé soulagée. J'ai passé la semaine à agir de manière complètement normale. Je suis allé au travail, je suis rentré, j'ai dîné avec Mélissa, j'ai regardé la télé. Pendant tout ce temps, je mettais mes pions en place. Premièrement, j'ai contacté 3 avocats différents et pris des rendez-vous. Je voulais comprendre mes options légales, surtout concernant l'entreprise de papa et toutes les implications financières. Deuxièmement, j'ai sauvegardé chaque fichier que j'avais créé pour l'entreprise de papa sur un disque dur personnel. 3 ans de dossiers financiers, contrats de fournisseurs, système de gestion de projet, contact client, tout ce qui faisait tourner cette entreprise en douceur. Puis, j'ai reformaté les disques de sauvegarde de l'entreprise.
Oups. Troisièmement, j'ai commencé à passer des appels. Vous vous souvenez des relations que j'avais établies avec leurs fournisseurs? Il était temps de les utiliser. Je leur ai dit que je quittais l'entreprise et que je voulais les remercier pour leur collaboration, en mentionnant au passage que je serais consultant financier indépendant s'ils avaient un jour besoin d'aide. Plusieurs ont dit qu'ils garderaient mon nom en tête. Quatrièmement, et c'est important, j'ai contacté leur plus gros client, une société de promotion immobilière qui représentait environ 40% du chiffre d'affaires de mon père. Le propriétaire, Richard, et moi étions devenus amis au fil des ans. Je l'avais aidé à comprendre les devis, expliquer les ventilations des coûts, et j'avais même repéré quelques erreurs qui lui avaient fait économiser de l'argent. J'ai dit à Richard que je me retirais de l'entreprise familiale et que je voulais le prévenir, qu'il ferait bien d'examiner attentivement tous les futurs contrats, en mentionnant que mon remplaçant n'avait pas beaucoup d'expérience dans la construction commerciale. Richard m'a remercié et a dit qu'il en tiendrait compte. Puis, j'ai attendu le moment parfait. Il est arrivé le dimanche suivant, au dîner de famille. Tout le monde était là, maman, papa, Ethan, ma tante, mon oncle, et Mélissa. J'avais apporté mon ordinateur portable, en disant à tout le monde que je voulais leur montrer des photos d'un événement professionnel. Nous avons fini de manger, et maman débarrassait les assiettes quand je me suis levé et j'ai dit que j'avais quelque chose à partager. Alors, j'ai des nouvelles, j'ai commencé. Mélissa et moi, on se sépare. Tout le monde s'est figé. Mélissa est devenue blême, Ethan fixait son assiette. Maman a immédiatement commencé, « Oh, mon chéri, que s'est-il passé? Vous aviez l'air si heureux. » Eh bien, c'est justement la partie intéressante, ai-je dit, en ouvrant mon ordinateur portable. On avait l'air heureux parce que je ne savais pas que Mélissa couchait avec mon frère depuis 3 ans. Le silence était assourdissant, puis ce fut le chaos. Maman qui suffoque, papa qui exige de savoir de quoi je parle, ma tante qui regarde Ethan puis Mélissa, comme si elle n'arrivait pas à comprendre. J'ai affiché les captures d'écran, j'ai tourné l'ordinateur. Voici 3 ans de messages. Voici l'audio de la semaine dernière, quand je les ai surpris dans l'ancienne chambre d'Ethan. Et voici une chronologie compilée, qui montre qu'ils ont couché ensemble à pratiquement chaque réunion de famille, depuis le 3e mois de ma relation. Mélissa s'est mise à pleurer immédiatement. Pas les pleurs du genre « je suis désolé de t'avoir fait du mal », mais les pleurs du genre « je me suis fait prendre ». Grosse différence. Ethan, par contre, a essayé de la jouer cool. « Écoute, mec, a-t-il commencé. Je l'ai coupé net. Ne m'adresse pas la putain de parole. Maman, comme on pouvait s'y attendre, est passée en mode gestion de crise. Calmons-nous tous et discutons rationnellement. S'énerver ne résoudra rien. Je suis calme, ai-je dit. J'ai eu une semaine pour digérer ça. Ce que je ne vais pas faire, c'est prétendre que ça n'est pas arrivé. Papa a finalement pris la parole. Fils, c'est évidemment très grave. Ethan, putain, à quoi tu pensais? Ethan a haussé les épaules. Il a littéralement haussé les épaules. Je ne sais pas, papa. Ce sont des choses qui arrivent, parfois. Ces choses qui arrivent. C'est là que j'ai perdu le contrôle. Pas en criant, mais quelque chose en moi est devenu complètement glacial. Tu sais quoi, ai-je dit. Tu as absolument raison. Des choses arrivent, tout simplement. À ce propos, je voulais vous informer que j'en ai fini avec l'entreprise, avec effet immédiat. Plus de consultations financières gratuites, plus de gestion des comptes, plus de relations avec les fournisseurs. Amusez-vous bien à vous débrouiller tous les deux. Le visage de papa est passé de la colère à l'inquiétude en un éclair. Attends un peu. Ne prenons pas de décisions professionnelles basées sur des problèmes personnels. Des problèmes personnels? Papa, ton fils chéri a baisé ma copine dans ta maison pendant 3 ans. Ce ne sont pas des problèmes personnels. C'est un manque de respect fondamental que je n'ai plus l'intention de tolérer. Mélissa s'est alors mise à parler, un charabia sur le fait que c'est juste arrivé, qu'elle n'a jamais voulu me blesser, et blablabla. Je l'ai coupé. Tu as fini de parler. Dégage tes affaires de mon appartement avant demain soir, ou elles finiront à la benne. Puis je me suis tourné vers Ethan. Et toi? J'espère qu'elle en valait la peine. Vraiment. Parce que tu vas découvrir à quoi ressemble cette entreprise, quand tu dois vraiment la diriger toi-même.
Maman a recommencé avec sa routine de pacificatrice. Ne disons pas des choses que nous regretterons. La famille, c'est pour toujours. Et je sais que tout le monde est bouleversé en ce moment, mais... Maman, je vais t'arrêter tout de suite, ai-je dit. Tu as passé toute ma vie à trouver des excuses à Ethan. Chaque échec, chaque connerie, chaque chose égoïste qu'il a jamais faite, tu l'as encouragé à devenir le genre de personne qui ferait ça sans une seconde d'hésitation. Alors, non, ça ne m'intéresse pas de maintenir la paix. Ce qui m'intéresse, c'est de ne plus jamais vous revoir. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis sorti. Sans regarder en arrière, sans donner à personne la chance de répondre. Je suis juste parti. Je suis monté dans ma voiture, j'ai conduit jusqu'à chez Marcus, et je lui ai tout raconté. Sa réponse, enfin. J'attendais que tu te décides à avoir du courage. Le lendemain, c'était lundi. Je suis allé au bureau de Papa tôt, avant que quiconque n'arrive, j'ai emballé mes affaires personnelles, supprimé mes identifiants de tous les systèmes de l'entreprise, et j'ai laissé mes clés sur le bureau. Puis, j'ai envoyé un email à Papa et Ethan. Je démissionne officiellement de toute implication, rémunérée ou non, avec l'entreprise. Tous les dossiers financiers, fichiers de projet et contrats de fournisseurs sont sauvegardés sur le système. Les identifiants de connexion sont avec votre informaticien. J'ai supprimé mon accès à tous les comptes. Bonne chance pour les projets futurs. Ne me contactez pas, sauf par l'intermédiaire d'un avocat. J'ai transféré cet email à mon compte personnel et aux avocats que j'avais consultés. Une trace écrite, c'est la base. Mélissa s'est pointée à mon appartement ce soir-là, en pleurant et en me suppliant de parler. J'avais fait changer les serrures le matin même, donc elle ne pouvait pas entrer. Elle est restée devant ma porte pendant 20 minutes avant de finalement partir. Les textos ont commencé après ça, de la part de tout le monde. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut surmonter ça en famille. Papa, nous devons parler de l'entreprise. C'est plus important que les sentiments personnels. Ethan, allez, frérot. Tu vas vraiment jeter la famille par-dessus bord pour ça? Désolé, mec, mais parfois, ce sont des choses qui arrivent. On ne peut pas juste passer à autre chose? Ce texto, ce putain de texto d'Ethan, a fait bouillir mon sang à nouveau. Parfois, ce sont des choses qui arrivent. Je l'ai transféré à ma mère avec un message simple, voilà qui vous avez élevé. Félicitations. Sa réponse, il est jeune et il a fait une erreur. Ne crée pas de drame en gardant des rancunes. Nous sommes une famille. Ne crée pas de drame. C'est ce qui m'a fait passer de l'envie de simplement partir, à celle de tout brûler activement. Vous voyez, j'allais juste couper les ponts et continuer ma vie. Faire une thérapie, guérir, trouver quelqu'un qui n'était pas une salope infidèle. Mais ce texto de maman, ça a cristallisé quelque chose en moi. Il ne pensait pas que ce qui s'était passé était vraiment mal, il pensait juste que je surréagissais. Alors, j'ai décidé de leur donner un vrai problème dont ils pourraient s'inquiéter. Vous vous souvenez des relations avec les fournisseurs que j'avais bâtis? Il était temps de les activer. J'ai d'abord contacté leurs fournisseurs de bois. Ces gars fournissaient environ 60% de leurs matériaux pour les projets résidentiels. J'avais une excellente relation avec le propriétaire, Tom, qui avait toujours apprécié la rapidité avec laquelle je traitais les paiements et repérais les erreurs de facturation. Salut Tom, je voulais juste te prévenir, lui ai-je dit au téléphone. Je ne suis plus avec l'entreprise. Mon frère reprend la partie financière, et il a des idées différentes sur les conditions de paiement. Tom est resté silencieux un moment. Différentes comment? Eh bien, tu sais comment on a toujours fait du net 30 jours, et on payait vraiment à temps. Oui, je ne peux pas garantir que ça va continuer. Je pensais juste que tu devrais le savoir, vu notre bonne relation de travail. Tom m'a remercié pour l'avertissement. En une semaine, ils ont fait passer le compte de papa de net 30 jours à un paiement à la livraison. Fini de jongler avec les coûts entre les projets. J'ai passé des appels similaires à leurs autres principaux fournisseurs. Je n'ai pas dénigré l'entreprise directement, j'ai juste mentionné que je ne gérais plus les finances et que je ne pouvais pas garantir la fiabilité des paiements futurs. La plupart d'entre eux ont resserré leurs conditions immédiatement. Ensuite, j'ai recontacté Richard, le promoteur immobilier. Je l'ai invité à déjeuner, je lui ai raconté toute l'histoire.
Il a été compréhensif et a mentionné qu'il avait réfléchi à mon avertissement. Ton frère a fait une offre pour notre projet de la rue Hawk, a dit Richard. Elle est environ 30% plus basse que ce que tu aurais normalement proposé. Oui, c'est parce qu'il ne comprend pas que ses marges sont déjà serrées. Il pense probablement qu'il peut se rattraper quelque part, mais il ne le pourra pas. Vous arriverez à la moitié du projet, et soit la qualité chutera, soit il reviendra vous demander plus d'argent. Richard a hoché la tête lentement. Combien proposerais-tu pour ce projet? J'ai fait un rapide calcul mental, en tenant compte des coûts des matériaux, de la main-d'œuvre, et des marges de profit réalistes. Je lui ai donné un chiffre qui était 25% plus élevé que l'offre d'Ethan, mais qui était réellement réalisable. C'est plus conforme à ce que j'attendais, a dit Richard. Écoute, je vais décliner l'offre de ton père. Si jamais tu veux lancer ta propre boîte de conseil, fais-le-moi savoir. Je préférerais travailler avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Ce déjeuner a planté une graine, mais j'y reviendrai. La semaine suivante, j'ai commencé à sentir la pression monter sur papa et Ethan. Papa m'a appelé directement pour la première fois, sans passer par les textos. Nous devons parler de la situation avec les fournisseurs, a-t-il dit, essayant de paraître autoritaire, mais semblant surtout stressé. Il change tous nos conditions de paiement. Sais-tu quelque chose à ce sujet? Aucune idée, papa. Je ne suis plus dans l'entreprise, tu te souviens. Ces relations ont mis des années à se construire. Oui, en effet. Je les ai construites en étant fiables et professionnels. Peut-être qu'ils s'adaptent simplement à la nouvelle structure de gestion. Il est resté silencieux un long moment. Le projet de la rue Hawk est tombé à l'eau aussi. Richard a dit que notre offre n'était pas réaliste. C'est dommage. Tu lui as parlé, n'est-ce pas? J'ai déjeuné avec un ancien client, oui. En tant que citoyen privé. C'est illégal? Il m'a raccroché au nez. Les textos de maman se sont intensifiés. J'étais vindicatif. Cela affectait toute la famille. Pourquoi ne pouvais-je pas simplement laisser tomber? Ils avaient dit qu'ils étaient désolés. Sauf qu'ils ne l'avaient pas été. Pas vraiment. Il n'y a eu aucune excuse qui reconnaissait ce qu'ils avaient réellement fait de mal. Juste des désolés que tu sois en colère, des désolés que ce soit arrivé, et des passons à autre chose. Alors, j'ai continué. J'ai créé une SARL de conseil. Il m'a fallu environ 2 semaines pour tout enregistrer et créer un site web de base. J'ai contacté mon réseau dans l'industrie de la construction, des entrepreneurs, des chefs de projet, des promoteurs avec qui j'avais travaillé au fil des ans, en offrant des services de conseil financier, de préparation de devis, de négociation avec les fournisseurs, de comptabilité. Tout ce dont ils avaient besoin. En 1 mois, j'avais 4 clients. En 2 mois, je gagnais plus d'argent qu'à mon poste d'analyste. J'ai donné ma démission et je me suis lancé à plein temps dans le conseil. Et voici la partie magnifique. 3 de ces clients étaient des entreprises qui sous-traitaient auparavant avec l'entreprise de papa. Elles ne l'ont pas fait pour lui nuire. Elles avaient juste besoin d'une expertise financière et j'étais disponible. Mais cela signifiait que des projets qui seraient allés à papa allaient maintenant à des concurrents qui avaient une meilleure gestion financière. L'entreprise de papa a commencé à connaître une hémorragie financière. Pas de façon spectaculaire au début, juste une lente saignée. Des projets qui rentraient en dessous du budget, car ils avaient fait des offres trop basses. Des coûts de matériaux qui dépassaient les prévisions, parce qu'Ethan n'avait pas pris en compte les frais de livraison et les pertes. La main-d'œuvre qui dépassait les délais, car Ethan avait tout planifié de manière optimiste, sans marge de sécurité. Environ 3 mois après mon départ, papa m'a rappelé. On a besoin d'aide, a-t-il dit. Pas de préambule, pas de banalité. L'entreprise est en difficulté. Je suis désolé d'entendre ça. Arrête avec ton charabia d'entreprise. Tu sais exactement ce qui se passe. On n'arrive plus à obtenir des conditions favorables des fournisseurs, on perd des contrats face à des gens qui nous sous-cotent soudainement, et la moitié de nos sous-traitants fiables sont partis. On dirait un marché difficile, ai-je dit. Avez-vous pensé à engager un consultant financier? J'entends dire qu'il y en a de bons de disponibles. Bordel de merde. Arrête de jouer. C'est sérieux. Tu as raison, c'est sérieux. Tout comme ce qu'Ethan et Melissa ont fait. Tout comme votre réaction quand je vous l'ai dit. Tu te souviens.
Ne fais pas d'histoire. Eh bien, ça, ce n'est pas un drame, ce sont les affaires. Si on coule, ta mère et moi, on perd tout. La maison, notre retraite, tout. Cela m'a fait réfléchir. Non pas parce que je me sentais mal, mais parce que je voulais être sûr de comprendre l'ampleur des dégâts. Qu'est-ce que tu veux dire par tout? Il s'avère que, dans sa grande sagesse, papa avait utilisé la maison comme garantie pour des prêts commerciaux. L'entreprise de construction avait grandi au fil des ans, mais les dettes aussi. Quand les temps étaient bons et que je gérais les finances, les liquidités couvraient tout. Maintenant, beaucoup moins. Vous êtes à découvert de combien, ai-je demandé? Environ 300 000 $. Peut-être plus. Putain de merde. Papa, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé en 3 mois. Depuis combien de temps fonctionnez-vous à perte? Silence. Puis, peut-être 1 an. Ethan disait qu'il gérait la situation. Bien sûr qu'il le disait. Laisse-moi deviner, Ethan s'est versé un salaire pendant tout ce temps. C'est l'associé gérant. Il mérite une compensation pour son travail. Et comment ça se passe? Plus de silence. Voici mon offre, ai-je dit. Je vais consulter pour votre entreprise. Mon tarif est de 200 $ de l'heure, avec un minimum de 20 heures par semaine. Facturation bimensuelle, paiement dû à la réception. Je vais auditer vos finances, créer un budget réaliste, et renégocier avec les fournisseurs là où c'est possible. Mais voici mes conditions. 1. Ethan est retiré de toute prise de décision financière. 2. Toute décision commerciale majeure passe d'abord par moi. 3. Nous ne discutons jamais de questions familiales personnelles. C'est purement professionnel. C'est excessif. Tu faisais ça gratuitement avant. Je faisais beaucoup de choses, avant que ton fils ne baise ma copine dans ta maison pendant 3 ans, pendant que vous le couvriez tous. Les prix ont augmenté. C'est à prendre ou à laisser. Il a accepté. Non pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il était désespéré. Je suis arrivé le lundi suivant avec un contrat qui ferait la fierté d'un usurier. Au-delà de mon tarif horaire, j'avais des clauses sur le pouvoir de décision, l'accès à tous les dossiers financiers, et la possibilité de résilier le contrat avec un préavis de 2 semaines s'il ne se conformait pas à mes recommandations. L'audit a été pire que ce que j'imaginais. Ethan n'avait pas seulement été mauvais à son poste, il avait été activement terrible. J'ai trouvé 45 000 $ de factures impayées pour des projets terminés, parce qu'Ethan avait oublié de les envoyer. 30 000 $ de paiement en double à des fournisseurs, parce qu'il n'avait pas vérifié si les factures avaient déjà été payées. 3 projets avec des offres si basses qu'ils avaient en fait perdu de l'argent. Une carte de crédit d'entreprise qu'Ethan utilisait pour des dépenses personnelles, environ 800 $ par mois en frais de restaurant, essence pour son véhicule personnel, et un week-end à Vegas. Des charges sociales qui n'avaient pas été déclarées correctement depuis 6 mois, ce qui signifiait qu'ils accumulaient des pénalités. J'ai tout documenté. J'ai envoyé un rapport complet à papa avec une simple note de couverture, voilà ce qu'on obtient quand on confie une entreprise à quelqu'un sur la base du favoritisme plutôt que de la compétence. Ensuite, j'ai présenté mes recommandations. Ethan devait être immédiatement retiré de toute autorité financière. Il devait mettre en place des systèmes de paiement automatique pour toutes les factures récurrentes. Nous devions renégocier les modalités de paiement avec le fisc, ce qui leur coûterait environ 10 000 $ de pénalité, mais c'était mieux que l'alternative. Il devait cesser de prendre de nouveaux projets jusqu'à ce que les projets existants soient terminés et facturés. Papa devait prendre un salaire plus bas pendant 6 mois, le temps de reconstituer les réserves de trésorerie. La carte de crédit d'entreprise qu'Ethan utilisait devait être annulée, et il devait rembourser les frais personnels. Papa a tout accepté, sauf le retrait complet d'Ethan de l'entreprise. Il a dit qu'il était toujours son fils et qu'il méritait une place dans l'entreprise familiale. Très bien. J'ai structuré les choses pour qu'Ethan puisse garder son titre et son salaire, réduit de 30%, mais quand même. Mais il n'avait aucun accès aux finances de l'entreprise, aux communications avec les clients, ou aux appels d'offres. Il était en gros un chef de projet sans autorité. Ethan a pété les plombs quand il l'a découvert. Il a commencé à m'appeler directement, je l'avais débloqué uniquement à des fins professionnelles, en hurlant que j'essayais de détruire sa vie. « Tu es juste énervé à cause de Mélissa » a-t-il dit. « Tout ça, c'est de la vengeance. » Non, ça,
c'est moi qui nettoie encore une fois ton bordel. La différence, c'est que maintenant, je suis payé pour le faire. Tu as toujours été jaloux de moi. Admets-le. J'ai vraiment ri à ça. Jaloux de quoi? De ta capacité à tout rater? De ton talent pour décevoir les gens? De la façon dont tu as trahi ton propre frère parce que tu ne pouvais pas la garder dans ton pantalon? Ouais, je suis super jaloux. Il a raccroché, m'a bloqué à nouveau, peu importe. Au cours des semaines suivantes, j'ai systématiquement reconstruit ce que je pouvais. J'ai recontacté les fournisseurs avec qui j'avais des relations et j'ai négocié de nouvelles conditions. Pas aussi bonnes qu'avant, mais mieux que le paiement à la livraison. J'ai recouvré ces factures impayées, mis en place un système comptable correct que même papa pouvait suivre. Mais voilà le truc, je n'ai fait exactement que ce pourquoi j'étais sous contrat. Je ne suis pas allé au-delà. Je n'ai pas travaillé les soirs et les week-ends, je n'ai pas ramené de nouveaux clients ni cherché de grands projets. J'ai fait mes 20 heures par semaine, je les ai facturées, et je suis retourné à ma propre entreprise de conseil florissante. L'entreprise s'est stabilisée, mais n'a pas grandi. Il ne perdait plus d'argent à flot, mais il ne faisait plus non plus le genre de profit qu'il faisait avant. Et c'était viable pour l'entreprise, mais pas pour les plans de retraite de papa. Environ 5 mois après le début de cet arrangement, maman m'a appelé. C'était la première fois que nous nous parlions directement depuis ce dîner. Ton père est épuisé, a-t-elle dit. Il a 64 ans et il travaille 60 heures par semaine pour essayer de maintenir cette entreprise à flot. Il faut que ça s'arrête. Je suis d'accord. Il devrait vendre l'entreprise et prendre sa retraite. Il a bâti cette entreprise à partir de rien. C'est son héritage. Alors il aurait dû y penser avant de la confier à quelqu'un qui n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Qu'est-ce que tu attends de moi, maman? Je veux que tu reviennes, que tu diriges l'entreprise correctement, que tu aides ton père à prendre sa retraite avec dignité. À quel prix? Est-ce que j'oublie simplement qu'Ethan a passé 3 ans à coucher avec ma copine? Est-ce que je prétends que c'est normal que vous le saviez tous et que vous n'ayez rien dit? Que votre première réaction a été de me dire de ne pas faire d'histoire? On ne savait pas, a-t-elle insisté. Putain, Mélissa passait tous les dimanches chez vous. Ethan était là tous les dimanches. Vous pensez qu'ils étaient juste de très bons amis? Vous avez tous vu ce que vous vouliez voir, parce que c'était plus facile que d'affronter la réalité. Ce n'est pas juste. Juste? Tu veux parler de justice? Où était la justice quand j'ai passé 3 ans à aider papa gratuitement? Où était la justice quand Ethan s'est vu confier une entreprise qu'il n'était pas qualifié pour diriger? Où était la justice quand vous m'avez dit de laisser tomber, après avoir découvert que j'avais été trompé pendant 3 ans? Elle n'a pas eu de réponse à ça. Voilà ce qui va se passer. Ai-je dit. Je vais terminer mon contrat, qui dure encore 4 mois. Pendant ce temps, je vais amener l'entreprise à un point où elle pourra être vendue. Papa pourra prendre sa retraite, vous pourrez déménager dans plus petit, et Ethan pourra trouver sa propre voie professionnelle. Après ça, j'en ai fini. Fini les dîners de famille, les vacances, fini de prétendre que nous sommes une grande famille heureuse. Tu es cruel. Non, je suis honnête. Pour la première fois de ma vie, je me fais passer en premier, au lieu de me sacrifier pour une famille qui ne l'apprécie pas. Tu devrais essayer un jour. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Fidèle à ma parole, j'ai passé les 4 mois suivants à préparer la vente de l'entreprise. J'ai mis à jour tous les systèmes, documenté chaque processus, constitué un portefeuille de projets terminés, et j'ai contacté mon réseau pour trouver des acheteurs potentiels. J'en ai trouvé un, d'ailleurs. Une entreprise de construction de taille moyenne qui cherchait à s'étendre dans notre région. Ils avaient été impressionnés par certains de nos travaux récents, les projets que j'avais réussi à redresser, et ils y voyaient un potentiel. Ils ont offert 750 000 $ pour l'entreprise, ce qui, après avoir remboursé les dettes de papa, leur laisserait, à lui et à maman, environ 400 000 $. Pas assez pour une retraite luxueuse, mais assez pour être à l'aise s'ils géraient intelligemment. La vente a été finalisée il y a 2 mois. J'ai assisté à la signature finale en tant que consultant, pas en tant que membre de la famille. J'ai serré la main des nouveaux propriétaires, remis toute ma documentation, et je suis parti. Papa a essayé de me parler après. Je sais que les choses ne se sont pas passées comme tout le monde le voulait.
Elles se sont passées exactement comme vous les avez provoquées, ai-je dit. Tu as choisi Ethan plutôt que la compétence. Tu as choisi la paix plutôt que de tenir qui que ce soit pour responsable. Ce sont les conséquences. Il est toujours ton frère. Biologiquement, oui. Dans tous les autres sens qui comptent, non. On en a fini ici. Je suis parti. Je n'ai parlé à aucun d'entre eux depuis. L'épilogue est en fait assez satisfaisant. Mon entreprise de conseil est florissante. Je gagne environ 3 fois ce que je gagnais à mon poste d'analyste, et je travaille moitié moins. Il s'avère que lorsqu'on est bon dans ce qu'on fait, et que les gens ne profitent pas de vous, on peut se construire une vie plutôt agréable. Je sors avec quelqu'un de nouveau. C'est une chef de projet dans l'une des entreprises de mes clients. Elle est intelligente, indépendante, et quand je lui ai raconté toute l'histoire avec ma famille, sa réponse a été « Putain, tu as été bien plus gentil que je ne l'aurais été. » On prend notre temps, mais c'est bien. Quant à ma famille, aux dernières nouvelles de Marcus, qui se tient au courant par des amis communs, les choses ne vont pas très bien. Papa et maman ont vendu leur maison et ont déménagé dans un appartement plus petit. L'argent de la retraite part plus vite que prévu, parce qu'ils aident Ethan avec son loyer. Oui, ils aident Ethan avec son loyer. Il s'avère que lorsqu'on perd son faux travail de planquer parce que l'entreprise est vendue, et qu'on n'a aucune compétence réelle ni expérience professionnelle, on a du mal à trouver un emploi. Qui l'eût cru? Mélissa a essayé de me recontacter il y a quelques mois. Un long texto sur le fait qu'elle avait suivi une thérapie, réalisé ce qu'elle avait fait de mal, et qu'elle voulait s'excuser correctement. Je l'ai lu, je n'ai absolument rien ressenti, et je l'ai supprimé sans répondre. Le texto d'Ethan était encore meilleur. J'espère que tu es content maintenant. Tu as détruit l'entreprise de notre famille juste pour te venger. J'ai en fait répondu à celui-là. Je n'ai rien détruit. J'ai sauvé ce que je pouvais de ton incompétence, j'ai obtenu assez d'argent pour que papa prenne sa retraite, et je suis parti. Le fait que tu vois mon refus de me sacrifier pour toi comme une vengeance en dit long sur qui tu es. Ne me recontactez plus. Il ne l'a pas fait. Les gens me demandent sans cesse si je regrette la façon dont j'ai géré la situation. Si je me sens mal que ma famille soit en difficulté. La réponse honnête? Non, pas le moins du monde. Je regrette d'avoir fait confiance à des gens qui ne le méritaient pas. Je regrette de ne pas avoir posé de limites plus tôt. Je regrette d'avoir ignoré les signaux d'alarme, parce que je pensais que la famille signifiait un soutien inconditionnel. Mais détruire leurs finances? Refuser de me sacrifier pour régler des problèmes que je n'ai pas créés? M'éloigner de gens qui pensaient que ne fait pas d'histoire était une réponse appropriée à une trahison. Zéro regret. Le dernier texto de maman, il y a environ un mois, la famille est censée se pardonner. Ma réponse, la famille est censée ne pas se baiser les uns les autres, pour commencer. Tu devrais essayer ça avec ton prochain enfant. Puis, j'ai bloqué son numéro. Alors voilà, Reddit. C'est mon histoire. Mon frère a baisé ma copine. Ma famille m'a dit de ne pas faire d'histoire, alors j'ai provoqué leur ruine financière à la place. Certains d'entre vous diront que je suis un connard. Ça me va. Je suis un connard qui dort très bien la nuit et qui n'est plus le paillasson de personne. Si vous êtes dans une situation similaire, voici mon conseil, arrêtez de vous immoler par le feu pour tenir les autres au chaud. Arrêtez de vous sacrifier pour des gens qui ne feraient pas la même chose pour vous. Et si quelqu'un vous dit de ne pas faire d'histoire après vous avoir blessé, causez le drame. Assurez-vous simplement que ce soit le genre de drame mesuré, délibéré, et qui les laisse incapables de vous blâmer pour leurs propres échecs. Parce qu'au bout du compte, la meilleure vengeance, ce n'est pas de se mettre en colère. C'est de se construire une vie meilleure, pendant qu'ils essaient de comprendre comment fonctionner sans vous utiliser comme filet de sécurité. Il s'avère que la plupart d'entre eux en sont incapables. Et honnêtement, c'est leur problème, plus le mien.